Bonjour tout le monde et bienvenue à notre présentation d'aujourd'hui qui se veut le café du midi aujourd'hui, le samedi midi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en fait d'actualité. Nous sommes donc l'hiver et il y a beaucoup de sports qui se pratiquent à l'intérieur puisque l'hiver, c'est un sport où c'est une saison, dis-je, où il y a quand même beaucoup de sports qui se pratiquent. Mais naturellement, le soccer, on ne peut pas le faire dehors étant donné notre fameux climat. Donc, on le pratique à l'intérieur et ainsi que d'autres sports dont on va parler tantôt. Aujourd'hui, la présentation est un peu spéciale parce que il y aura un petit tirage à la fin de la présentation. À la toute fin, je vais poser une question. Et tout le monde qui allait répondre correctement à la question, vous avez la chance de gagner un petit prix qui va être intéressant quand même. On va tirer le prix aujourd'hui à 16 h et il sera annoncé avant la fin de la journée. Donc, vous allez pouvoir revenir nous voir avant 17 h à l'heure de la fermeture et nous allons annoncer le gagnant. Ça sera un tirage au hasard et on fait tirer en fait une carte photo prépayée, 200 photos, donc une valeur de 40 $. Quelque chose d'intéressant, simplement pour écouter notre live jusqu'à la toute fin et écouter la question également à la toute fin. Je vous invite donc à participer à la présentation d'aujourd'hui comme d'habitude et s'il y a des questions, n'hésitez pas. On va commencer par nommer les 10 sports qui sont, disons, d'actualité qu'on va faire à l'intérieur. Je commencerai naturellement par le hockey. Évidemment, le hockey, on ne peut même pas le faire à l'extérieur l'été parce que ça demande de la glace et bon, ça ne fonctionne pas l'été, on le sait très bien. Donc, il y a beaucoup de sports qui se pratiquent à l'intérieur notamment. Donc, le hockey, le soccer, tout ce qui s'appelle basketball, handball, volleyball. Tous ces sports-là se pratiquent à l'intérieur dans un gymnase. Évidemment, pour les gens qui ont des enfants qui font de la natation ou des partenaires de vie qui font de la natation, c'est intéressant aussi de photographier dans ces conditions-là. Ça se fait évidemment à l'intérieur, en piscine. Des fois, l'éclairage n'est pas toujours à son meilleur. Donc, vous pouvez aussi associer la présentation qu'on va faire aujourd'hui à n'importe quelle activité, dans le fond, qui se passe à l'intérieur, dans une lumière souvent plus ou moins faible. Donc, les conseils qu'on va donner aujourd'hui vont également s'appliquer à ce type d'activité. La première chose qu'on doit se dire, c'est que c'est un type de photographie qui se fait et qui comporte une grande difficulté. Pourquoi? En fait, pour deux raisons. La première, c'est la quantité de lumière qui est disponible souvent à la prise de vue. On a des luminosités qui sont plus ou moins généreuses, surtout dans les arénas. C'est pas toujours évident. La deuxième difficulté, c'est que si vous ajoutez en plus le fait qu'il y ait peu de lumière, souvent on va capturer, donc dans les sports qu'on a parlé, des sujets qui sont en action. Et comme l'action requiert souvent une vitesse, un temps d'exposition plus rapide, bien, ça comporte donc une double difficulté et c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. On va d'abord parler de la préparation en caméra parce qu'effectivement, selon le type de caméra qu'on va utiliser, il y a des paramètres qu'on va pouvoir préparer d'avance pour se donner les meilleures chances possibles pour avoir des photos action qui vont être bien réussies. Ceci dit, je vous avoue, ça va demander une certaine pratique et un petit peu de rigueur dans la pratique de ces différents types de photographies-là. Dans la deuxième partie, je vais vous parler d'équipement. Donc, les pièces d'équipement qui sont idéales pour faire ce type de photographie. Donc, je vais commencer en parlant, en fait, ce que je vais faire, je vais parler d'équipement tout de suite. On va régler la chose tout de suite. Les caméras qui ont des objectifs interchangeables, que ce soit des appareils comme celui-ci, qui est un sans miroir, ou un appareil de type réflexe comme celui-ci. En fait, le sans miroir est plus petit physiquement parce qu'il n'y a pas de boîte à miroir réflexe, justement. Donc, ces appareils-là, aujourd'hui, sont des appareils qui sont très, très, très performants et qui permettront de réaliser plus facilement ce type de photographie. Donc, on va préconiser, disons, des objectifs spécifiques, on en parle dans un instant, des optiques qui sont lumineux, très lumineux. Idéalement, dans un monde idéal, on va chercher un objectif comme celui-ci, mais je vous avoue que celui-ci n'est pas pour toutes les bourses. Il se fait autant chez Canon, chez Nikon, chez Sony, chez Fuji, chez Lumix. En fait, toutes les compagnies d'appareils photo fabriquent cet objectif fétiche qui est le 70-200 à 2.8. Donc, l'ouverture 2.8, c'est une ouverture qui est constante
entre la plage du zoom qui varie de 70 à 200 mm. Vous le retrouverez donc chez toutes les compagnies, donc tous les fabricants en fabriquent un, et c'est un objectif qui est souvent dispendieux, qui tourne autour du 2000 et va jusqu'au même 3500 dans certains cas. Vous allez trouver une version plus économique lorsque vous allez dans les compagnies comme Sigma ou bien encore Tamron, qui fabriquent des objectifs, en fait, qui sont en tout point de vue presque pareils, mais à une fraction du prix, parce que les fabricants Tamron et Sigma fabriquent en grande quantité et pour toutes les compagnies, placent des montures en fonction de la marque que vous allez utiliser. Le monopied. Je vous parle de ça parce que vous avez un accessoire ici qui est très intéressant, qui permettra de, avoir l'appareil qui est toujours posé au sol. Donc, l'appareil posé au sol, vous ne le supportez pas, vous allez fatiguer beaucoup moins, ce qui va faciliter grandement vos prises de vue parce que vous n'aurez pas cet effet de tremblement. Lorsqu'on fatigue un peu, les objectifs comme celui-ci sont plutôt lourds. Alors, quand on les tient à longtemps, bien forcément, on a une vibration qui est naturelle. Si l'appareil est déposé et placé sur un monopied, vous allez à ce moment-là avoir seulement qu'à viser et à déclencher. Vous n'aurez pas à supporter le poids de l'objectif. Donc, vous allez voir beaucoup de photographes qui travaillent avec un monopied ou encore avec un petit trépied de table. Ils sont appuyés souvent sur le bord des bandes ou sur un banc quelque part à distance pour travailler. Ceci dit, il n'y a pas que ces objectifs très dispendieux qui permettront de faire ce type de photos. Il faut en regarder donc pour toutes les bourses. Nikon, Canon et toutes les autres compagnies fabriquent également un objectif qui est économique, donc une version un peu similaire à celui-ci en termes de puissance. On a quelque chose dans Nikon ici qui est un 55 à 300. En fait, dans les faits, il est plus puissant que celui-ci. Là où c'est difficile et ça coûte un peu plus au niveau de la technique, c'est que vous avez un objectif qui est beaucoup moins lumineux, donc qui passe moins de lumière au travers de l'optique, ce qui fait en sorte que le temps d'exposition devient précaire. Plus la lumière entre au travers de l'objectif, plus rapide le déclencheur va faire en sorte que vous allez capturer des images à une meilleure vitesse et donc vous n'aurez pas de flou par mouvement. Remarquez que tout ça dépend de vous, parce que vous pourriez peut-être avoir envie de créer des photos un petit peu plus artistiques avec un effet de filet ou un petit effet de mouvement. Mais règle générale, quand on photographie nos jeunes qui font du sport, on aime ça les avoir bien nets, on aime ça voir leur expression. Quand c'est par exemple du basketball, du soccer, du handball, c'est plus difficile au hockey parce qu'ils ont des casques et des protecteurs. Mais quand on est dans d'autres types de sports, c'est intéressant. Je vous amène aussi comme point technique que le flash n'est pas une bonne idée. Les gens qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec un flash, en fait, pour des raisons qu'on va discuter un petit peu plus loin, lors de la préparation puis lors de nos tests qu'on va faire, vous allez voir, le flash devient rapidement un obstacle, dans le fond, à votre prise de vue. Si on fait un seul cliché, et c'est tout, ça peut fonctionner. Mais règle générale, ce qu'on essaie de faire, c'est prendre une série d'images et ensuite sélectionner là ou les bonnes images dans la série qu'on vient de faire. Le flash n'arriverait pas à suivre une cadence aussi élevée de l'appareil photo. Donc, il faut mettre un peu de côté cette idée-là, même si ça nous sourit et ça nous paraîtrait intéressant. Isabelle, avons-nous des gens qui sont là, qui nous écoutent et nous regardent? Oui, justement, il y a Richard Benoît qui a, dans le fond, une petite question. Il demande un bon objectif pour les oiseaux pour un Canon T5. Bien, en fait, bonne question, Richard, bienvenue. Ça sort un peu du sujet, mais on a le droit d'en parler quand même. Je parlais tantôt du Nikon qui est un 55-300. Il existe cet objectif-là dans la version Canon. Vous avez le 70-300, dis-je, 70 à 300. Comme on travaille à photographie d'oiseaux, on va être à l'extérieur. Il y a déjà beaucoup plus de lumière à l'extérieur. C'est moins préoccupant pour avoir la lumière facilement, ça se trouve plus facilement. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un objectif excessivement lumineux, ça nous prend plutôt un objectif puissant. Donc, la base pour faire de la photographie d'oiseaux, c'est vraiment 300 mm. Si vous avez un peu de budget, Tamron et Sigma fabriquent tous les deux, pour l'entrée, l'appareil Rebelle que vous avez, fabriquent tous les deux des 150-600 qui tournent tous les deux respectivement, si on prend
la version de base dans les deux compagnies, vont tourner autour de 1 300 $ à 1 500 $ dépendant. Donc, plus dispendieux parce que le Canon dont je vous parlais tantôt, il y a une version qui se vend autour de 300 $ environ et une autre autour d'à peu près 600-650 $. Donc, pour être sûr d'avoir le bon prix, honnêtement, je ne connais pas tous les prix par cœur. Je vous suggère d'aller voir sur notre page l'orphoto.ca. Les prix sont indiqués. Si c'est indiqué que le prix minimum ne peut être affiché, simplement qu'à nous passer un coup de fil, on va pouvoir vous donner la réponse à ce moment-là. Parfois, il faut respecter un prix minimum en ligne et c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours mettre le meilleur prix. Mais si vous nous lâchez un coup de fil, on va nous faire un plaisir de discuter de ça avec vous. J'espère que ça répond à votre question. Donc, préparation, ça prend une préparation à l'appareil photo qui est irréprochable. C'est-à-dire qu'on va devoir se préparer soi-même d'abord à la prise de vue. Il faut observer la scène. On n'a pas de choix. Si vous allez à une place où la lumière est faible, vous allez devoir composer avec ce type de lumière-là. S'il y a un peu plus de lumière, tant mieux. Je vous annonce tout de suite que souvent dans les arénas, entre autres pour le hockey, c'est difficile. Alors, il va falloir penser tout de suite à se préparer pour ce type de photographie-là. Donc, on analyse bien la scène. Évidemment, si vous photographiez du hockey, par exemple, et c'est du midget, versus le hockey qui est des atomes, bien, ce n'est pas la même vitesse de déplacement. Alors, c'est plus facile de photographier les joueurs atomes que les joueurs qui sont dans une catégorie un petit peu plus élevée, donc midget, junior, et etc. On est un peu avantagé quand on a des plus jeunes enfants. Donc, il faut regarder ça aussi. Vous allez donc procéder, la première chose que vous allez faire, vous allez régler votre appareil de sorte à avoir la meilleure exposition possible. Ça peut se faire de plusieurs façons, mais moi, je vais vous suggérer deux façons de le faire. Les appareils photo qui sont les appareils de type objectif interchangeable, que ce soit un réflexe ou un sans miroir, vous avez les priorités qu'on peut prendre. Une, c'est la priorité à la vitesse, donc qui vous donne une priorité sur le choix de la vitesse que vous allez prendre pour faire l'image. L'appareil, à ce moment-là, va s'occuper d'ajuster le diaphragme de votre objectif. L'autre option, c'en est une qui paraît un peu étrange au départ, mais on va choisir plutôt le diaphragme en priorité ouverture. Donc, chez Nikon ou chez Canon ou les autres, ça se manifeste de la façon suivante. TV, time value, donc c'est pour ajuster la priorité vitesse chez Canon. Tous les autres, c'est le mode S. Si vous êtes en priorité ouverture, ça va être AV chez Canon, aperture value, et pour toutes les autres, ça va être le A seulement. Donc, la priorité ouverture, ce qu'elle vous donne comme possibilité, c'est de choisir l'objectif que vous voulez et de le placer tout de suite à la plus grande ouverture va tout de suite vous donner automatiquement la vitesse la plus rapide. Donc, vous pouvez choisir soit la priorité vitesse, soit la priorité ouverture en la plaçant selon ce que vous avez besoin comme vitesse minimale en priorité vitesse et ou à la plus grande ouverture pour vous donner la meilleure vitesse possible en priorité ouverture. La deuxième chose que vous allez régler, c'est le système de mise au point sur vos appareils photo. C'est difficile de montrer ça en direct, en live, mais dans vos appareils photo, vous avez la possibilité de placer le système de mise au point de sorte que l'appareil fait sa mise au point en continu. Et c'est ce qu'on cherche en photographie où il y a de l'action, où le sujet n'est pas statique. On veut essayer de tracter le sujet qui s'en vient à l'occasion vers soi ou encore qui s'éloigne de soi. C'est la même chose pour Richard, tantôt qui parlait de photographie d'oiseaux. On se place dans ce mode de mise au point-là. Alors, chez Canon, il s'appelle AI Cerveau. Donc, ça permet de, sans avoir à refocuser continuellement, garder le doigt à mi-chemin appuyé et que l'appareil continue de suivre le sujet en filet, donc en mise au point continue. Chez Nikon et chez les autres, il s'appelle souvent AFC, donc autofocus continu. Le AFC permet donc de la même façon, vous maintenez la mise au point à mi-course enfoncée et en visant votre sujet, l'appareil va tracter de cette façon-là le sujet. Donc, on a pensé à regarder notre lumière, le type de mode d'exposition qu'on va prendre. On a pensé à ajuster notre système de mise au point de sorte que ce système de mise au point-là puisse bien tracter, bien suivre notre sujet. Il reste un élément important et il sera en fonction de la quantité de lumière que vous avez dans votre scène. Et celui-là, ce paramètre-là, s'appelle l'ISO. ISO,
que vous avez sur tous les boîtiers, je vous suggère de travailler avec une valeur ISO plus élevée, naturellement. Plus la valeur ISO sera élevée, plus vous allez avoir un temps d'exposition qui va être rapide, un temps d'exposition qu'on appelle court en même temps. Donc, ce qu'on cherche, parce que ce qu'on cherche à faire quand on photographie du sport, par exemple, je vous donne un exemple, si vous photographiez, vous voulez figer un joueur de hockey, on va prendre pour acquis que le joueur, c'est un joueur, un jeune joueur, ça peut être un atome ou un pee-wee un petit peu plus élevé. Bien, à ce moment-là, il va falloir au moins avoir un 125 à un 250e de seconde, ce qui est en principe un temps d'exposition qui est minimalement rapide pour aller figer un peu de mouvement. Plus le sujet bouge, plus le sujet en fait bouge rapidement, plus il faudra cadencer la vitesse à une vitesse plus rapide, c'est-à-dire une fraction plus élevée. Exemple, un 500e, un millième de seconde, et même si on est capable d'aller chercher un 2 millième de seconde, pourquoi pas? Alors, plus le temps d'exposition est rapide, on devrait dire plus le temps est court, parce que c'est une fraction de seconde, plus vous aurez la possibilité de figer le mouvement. Donc, si vous photographiez du sport, hockey par exemple, ou encore du basketball, ça court vite là, au basketball, et vous avez même un lancer de ballon qu'on essaie souvent de figer aussi en même temps, bien, ça va vous prendre quelque chose comme minimum un 750e à un millième de seconde. Alors, la valeur ISO que vous allez choisir, ce devra d'être une valeur ISO qui est élevée. Et là, je ne vous parle pas de ISO 800 ou ISO 1600. Je parle plutôt de 6400 à 12800. Remarquez, pour les appareils plus modernes, ce n'est pas trop un problème. Ces valeurs-là sont présentes dans les appareils photo. Chez Nikon, parfois, passé le 6400, on vous met HI1. En fait, HI1, HI2, c'est High 1, High 2. Et c'est les valeurs qui doublent la valeur précédente. Donc, si vous aviez 6400, High 1 devient 12800. Et finalement, le 12800, si je vais à High 2, ça va être le double de 12800, donc 25 600. Voilà. C'est pour l'ISO. Est-ce qu'on a une question, Isabelle? Oui, c'est une question au niveau de l'équipement. Donc, Oui. Michel Boilard demande est-ce que le 70-202.8 Canon fonctionne bien avec un appareil photo comme un mirrorless Sony A7R II? Si oui, est-ce que ce sont tous les adapteurs qui sont bons ou il devrait se tourner vers un appareil Canon? OK. Eh bien, écoutez, excellente question. En plusieurs volets. Donc, le 70-200, c'est celui que je tenais tantôt dans mes mains. Et le mirrorless de Sony, c'est ça? Ouais. Donc, là, j'en ai un ici. Celui-là, c'est un APS-C. C'est l'appareil dont on parle tantôt. C'est un A7, donc une version plein cadre, full frame de cet appareil-là. Il faudra absolument avoir un adaptateur qui est très rapide et qui s'appelle un Speed Booster pour être capable d'aller chercher la mise au point aussi rapidement. Bien honnêtement, ça fonctionne bien, mais je pense que si vous équipez votre objectif 70-200 2.8 Canon d'un boîtier Canon, d'après moi, il va performer mieux que sur un Sony. Je ne peux pas vous jurer ça sur la tête de ma mère parce que je ne l'ai pas essayé personnellement. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Mais effectivement, sur un boîtier Canon, un objectif Canon de ce niveau-là va performer de façon exceptionnelle. OK? Autre question? Avez-vous autre chose, Isabelle? Non, c'est bon OK. pour l'instant. Donc, je vais continuer. J'espère que ça répond à votre question. Dans le doute, vous pouvez passer nous voir. On va regarder ça ensemble. On a effectivement l'objectif Canon. Si vous avez déjà un boîtier Sony et que vous avez peut-être un adaptateur que vous aimeriez qu'on valide avec vous, il n'y a pas de problème. Si c'est une question, vous avez les deux pièces puis vous voulez l'essayer sur un boîtier Canon, c'est la même chose. Venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous montrer tout ça. Bon. On se trouve à tomber ensuite, en fait, juste un dernier aparté pour l'ISO. Vous avez aussi l'option dans plusieurs caméras de fixer l'ISO en automatique. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est l'appareil photo qui va ajuster sa sensibilité à la lumière et vous pouvez demander une vitesse minimale de déclenchement. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez besoin d'un minimum d'un 250e de seconde, vous pouvez demander à l'appareil photo en auto-ISO de commencer à changer sa valeur ISO
et de garder au minimum la vitesse à 1/250e de seconde. Si on a mieux, tant mieux, c'est-à-dire si on a un 500, un 1000, un 2000, tant mieux, mais l'appareil ne descendra jamais sous les 1/250e de seconde si c'est la vitesse minimale qu'on a besoin. Remarquez, c'est difficile à atteindre un 250e de seconde ou même un 500e de seconde. Lorsqu'on a un objectif qui, comme celui-là, ouvre à 5.6, il faut monter l'ISO à une sensibilité quasi absurde. Il faut faire attention et on sait que l'ISO très élevé mène éventuellement à du bruit numérique, un parasite dans le fond qui est un parasite de pixels de couleur, qui est un peu moins agréable à regarder, mais entre nous, si j'ai à choisir entre une photo qui est un petit peu granuleuse mais qui est nette et une autre qui est très propre et un peu floue, je vais choisir celle qui est un peu plus nette et un peu plus granuleuse et je vais vivre avec le fait qu'effectivement l'ISO un peu plus élevé m'aura pénalisé un petit peu au niveau de la qualité. Au moins, j'aurai une belle image bien nette. On a une autre question. En parlant de ça, en ISO I2 ou I3, faible lumière ou très très faible, le grain de la photo va être très présent. Donc, comment remédier ou enlever le grain en ISO très élevé? Question très pertinente. Lorsqu'on a choisi une valeur ISO plus élevée parce que c'est celle-là qu'on avait besoin, qui nous permettait d'aller chercher notre vitesse la plus basse, alors les deux façons les plus efficaces, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a trois, réellement. Je vais commencer par les deux plus connus. Si vous travaillez avec Lightroom ou avec Photoshop, je vous suggère donc de photographier en RAW, naturellement. Je vais repasser au JPEG après, mais si vous photographiez en RAW avec les versions modernes de Photoshop ou Lightroom, le réducteur de bruit est extrêmement efficace. Il fonctionne vraiment bien à très haut ISO. C'est un bruit de couleur, donc c'est de la chrominance qu'il faut éliminer et non pas de la luminance. Il faut juste faire le bon ajustement. On a le droit de le pousser un peu plus et aller chercher une réduction du bruit en post-traitement. Pour les gens qui n'ont pas trop d'aisance avec le RAW ou qui n'ont tout simplement pas envie de retoucher toutes les photos systématiquement, il existe donc la photographie de JPEG qu'on peut faire dans tous les boîtiers. Et la photographie de JPEG, vous avez la possibilité dans l'appareil d'ajuster le niveau de réduction de bruit de votre appareil photo, soit à faible, moyen ou élevé, ou même très élevé dans certains cas. Gardez en tête que oui, ça fonctionne très bien. On a vraiment une réduction de bruit marquée lorsqu'on utilise les réducteurs de bruit. Par contre, plus on augmente l'efficacité du réducteur de bruit, plus on va se retrouver avec une image qui va apparaître un peu lissée, parce que ce qu'on fait, c'est faire un peu disparaître des détails. Et en faisant disparaître des détails, on a un lissement de l'image, une espèce de... un peu comme si on dessinait un peu par-dessus, et ça montre un peu moins de détails que ce qu'on aurait si on avait pris une valeur un peu plus basse au niveau du réducteur de bruit. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Isabelle? Non, pas pour l'instant. Merci. Donc, ça accompagnerait donc notre système de mise au point continu. Tous les appareils que j'ai sélectionnés ici, je les ai sélectionnés pour une raison, c'est qu'ils ont la possibilité de faire de la photographie en rafale, parce que la photographie sportive à l'intérieur, on ne veut pas avoir seulement un cliché et s'en contenter. Ce qu'on veut, c'est prendre plutôt plusieurs clichés et se donner la possibilité d'aller chercher une sélection des meilleures images dans la série. Bien, si je présente ici un 80D, qui est un appareil Canon relativement haut de gamme, dans la série EOS, c'est un semi-professionnel, un bon appareil. Si je déclenche, vous allez voir, c'est capable de faire jusqu'à 7 et même peut-être 8 images secondes. C'est très rapide. Ça permet donc d'avoir en une seconde plusieurs clichés et sélectionner le meilleur. Chez Nikon, dans la même catégorie, on a le 7200 qui déclenche à peu près au même rythme, donc autour entre 6 et 7 images secondes. Si vous allez vers les Sony mirrorless et les Fuji mirrorless, là, il y a une petite surprise qui apparaît. Parce que dans ces appareils-là, on n'a pas de transport de miroir à faire. On a simplement un capteur qui est exposé derrière un objectif. Et là, vous allez voir, c'est ultra rapide. Ça va jusqu'à 11 images secondes. Dans le cas du Sony, ça c'est le A6300 en passant. Et ici, j'ai un Fuji
qui apparaît comme un appareil très modeste, mais qui fait de la rafale quand même relativement rapidement. Je vais l'allumer, ça va mieux. Alors, 1, 2, 3, go, et vous allez voir que ça pédale ça aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme rafale chez le Fuji X-T10? Un appareil qui coûte même pas 1000 $. J'ai une rafale à 8 images secondes quand même. C'est impressionnant. Chez le Sony A6300, 11 images secondes, ce qui est vraiment hyper rapide. Le grand frère chez Fuji, le X-T2, déclenche à 8 images secondes aussi, mais on peut le pousser jusqu'à 14 images secondes. Vous imaginez un instant, avec la poignée verticale qui est aussi une poignée de surpuissance de l'appareil photo. Donc, quand on combine un ISO élevé, un système de mise au point qui est très performant, qui vient chercher et tracter mon sujet, si j'ajoute à ça une série de photos en rafale, je me donne les meilleures chances pour avoir des images qui vont être capturées et extraire les meilleures photos dans la série de photos que je vais avoir faites. Assurez-vous de prendre le temps de bien faire vos tests de lumière. C'est pas simple, c'est pas si facile. La priorité ouverture vous donnera toujours la possibilité de garder l'ouverture à la plus grande ouverture, donc le F le plus petit, et vous donnera toujours la meilleure vitesse. En contrepartie, si on fait de la photographie, par exemple, en piscine, si on le fait pour la natation, il faut toujours faire attention. Il y a beaucoup de lumière sur l'eau qui reflète et on a l'impression que la lumière est très généreuse. En fait, ce qu'il faut faire souvent, il faut compenser l'exposition positivement, donner un peu plus de lumière que nature, tout comme au hockey. Lorsqu'on fait de la photographie, la glace ramène beaucoup de lumière et le sujet est souvent plus foncé que l'arrière-plan qui est la glace. Alors, il faut faire attention des fois, il faut surexposer un petit peu l'image, des fois jusqu'à 1 cran, ce qui nous enlève un cran de vitesse aussi. Alors, si vous aviez 1 millième de seconde et que vous compensez positivement votre exposition d'un cran, vous allez vous retrouver avec 1/500e de seconde au final, ce qui est souvent suffisant, mais on aime bien avoir 1 millième de seconde quand on fait ce type de photographie-là. Isabelle, est-ce qu'on a des questions? Non, c'est bon. Bon, parfait, excellent. Les règles. Donc, quand je dis les règles, en fait, il y a plusieurs règles. Une de celles-là, c'est de ne pas se mettre devant tout le monde quand on photographie. C'est des règles d'éthique. Il faut faire attention, pas bloquer le champ de vision des gens derrière nous. Donc, si c'est une compétition de natation, on essaie que tout le monde voit ses enfants qui sont en compétition. Si c'est du hockey, du basketball, du soccer, peu importe le sport, on essaie toujours de respecter les autres autour de soi. On ne se met pas en plein milieu, puis on ne se place pas devant quelqu'un qui regarde son fils ou sa fille en train de faire son sport favori. Les règles pour bloquer ou figer du mouvement, il ne faudra jamais descendre en bas d'un 125e de seconde. C'est pratiquement impensable. Et plus la vitesse est élevée, meilleur ce sera. Si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu différent, un peu plus artistique, il y a une façon de prendre des images avec un temps d'exposition lorsque du mouvement un petit peu plus long. Donc, on pourrait prendre quelque chose comme 1/20e de seconde jusqu'à peu près 1/100e de seconde. Quand vous allez avoir du mouvement, ça va créer des petits effets spéciaux et ça va donner une impression. Si vous avez des joueurs qui sont statiques et d'autres qui bougent, vous allez avoir l'impression de voir un peu des fantômes bouger. Mais je précise, c'est pour faire des effets spéciaux. C'est certainement pas pour remettre la photo aux parents à côté qui espèrent avoir une photo de son fils ou de sa fille parfaitement nette. C'est simplement pour créer un effet artistique à l'image. En fait, c'est à peu près ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. S'il y a des questions, je vous écoute. Sinon, moi, j'en ai une pour vous, parce qu'il y aura un tirage, comme on l'avait annoncé au début. Alors, la question est bien simple. Quel accessoire je devrais me priver d'utiliser pour rendre plus efficace ma photographie? Il y en a un que je vous disais tantôt, c'est préférable de ne pas l'utiliser. Alors, vous pouvez répondre effectivement dans le live, sous le live. Nous allons faire un tirage, c'est un tirage au hasard. On va écrire les noms, on va mettre ça dans un chapeau, on va tirer le nom et cette personne-là se méritera
une carte de photos prédéveloppée, prépayée, devrais-je dire. Ils ne sont pas prédéveloppés, ils seront prépayés. Si c'est de la photo sportive, pourquoi pas? Donc, vous allez avoir 200 photos, 4 par 6, développées à votre choix, soit en glacé ou en mat, chez L'Art Photo. Vous pourriez même passer votre commande en ligne, venir les chercher à la boutique, mentionner que vous avez gagné une carte et on va préparer la carte pour vous et on va débiter les photos de votre carte. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 200 photos d'un coup. C'est comme une carte de débit. Si vous avez 200 photos, vous en prenez 4, il en reste 196 à la fin. Alors voilà, merci d'avoir été là, de nous avoir accompagnés. On vous remercie de votre fidélité en même temps chez L'Art Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu, une petite boutique où le cœur est grand comme ça. À bientôt.